essaie de nous faire croire que ça nous donne représentativité. Sur la question de la langue, est-ce qu'il y en a qui ont des questionnements? Mais je sais, j'ai vu votre site Internet, fait que je sais que vous en avez parlé pas mal, donc les gens sont pas mal sensibilisés. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y en a sûrement qui peuvent considérer que, bon, les ventes de français, c'est un peu xénophobe. S'il y a des gens qui pensent ça. C'est quoi la stratégie de la SSJB pour remettre de l'avant le combat pour défendre le français de manière plus adéquate? C'est ça. Je dirais d'une part, ça a été de lancer le mouvement Montréal français, qui est une coalition non partisane, qui a pas de. Son seul mandat, c'est de défendre le français, parce que il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir, bien, il faut s'entendre, mais il y a des gens qui venaient nous voir, par exemple, qui étaient fédéralistes. C'était une dame qui habite à Westmount, qui est arrivée dans une clinique, puis il n'y avait pas de médecin qui servait en français. Elle s'est plaint. Elle s'est plaint un peu trop fort, ils ont fait venir la police. Elle s'est fait sortir par la police. Elle est venue nous voir, elle dit, moi je suis fédéraliste, mais là, ça va faire le Westmount distant. Mais donc, puis il y a beaucoup de gens qui deviennent, qui au départ sont fédéralistes, qui pensent qu'il y a moyen d'assurer l'avenir du peuple québécois ou de la langue française dans le cadre du fédéral. Donc, ils sont pour des mesures fortes pour le français, qui vont devenir indépendantistes à mesure qu'ils voient le gouvernement fédéral intervenir, contrer la loi 101. Donc, c'est un peu... la stratégie, ça a été d'établir une coalition. Oui, mais quand même, juste la tenue. Juste la tenue, Donc, éventuellement, la stratégie, c'est de continuer et de rétablir le mouvement Québec français, de faire une coalition. Ça a été très difficile parce que c'est sûr qu'au Parti québécois, c'est devenu un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou partout dans la société québécoise. Dans les années 90, je pense que c'est une sociopsychologue qui a fait une étude sur différents textes qui étaient publiés par des organismes de la société civile. Sa conclusion, c'était que les Québécois francophones se sentent coupables d'exister. Je pense que c'est un peu vrai. Ce qu'on appelait le complexe du colonisé, qui n'est pas juste au Québec, qui est partout dans tous les pays colonisés. Dernièrement, j'ai parlé avec un monsieur des îles Maoris. Il y a une autre coalition pour la langue, mais pas pour le français là-bas. Puis je lui demandais, bon, dans leurs îles là-bas, est-ce qu'ils sont majoritaires? Il dit oui. Fait que j'ai dit, bon, mais c'est quoi le problème? Il dit, c'est ici. C'est comme pour vous autres, c'est ici le problème. Donc, c'était devenu vraiment une question tabou, comme si, même au Parti québécois, souvent, la mesure sur les cégeps, on nous disait que ça va éloigner les allophones. Mais pour moi, c'est une aberration parce que la mesure qui a le plus inclut les nouveaux arrivants, c'est la loi 101. S'il n'y avait pas eu de loi 101, il n'y aurait pas d'enfants de la loi 101. C'est le fait qu'on a pu envoyer les enfants de toute origine, de toute langue, dans les mêmes écoles pour commencer. Justement, je pense que c'est ce qui est le plus garant de l'ouverture des Québécois envers les autres, de la francisation des autres. Donc, si on avait appliqué la loi 101 en 96, je pense qu'on serait rendu un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'il y a environ 50% des allophones qui vont au cégep en anglais. Ceux qui sont passés par l'école française, c'est quand même à peu près 40%, ça dépend des années, qui vont au cégep anglais. Une fois qu'ils vont au cégep anglais, c'est très rare ceux qui vont venir du côté francophone. Par la suite, ils vont à l'université en anglais. Puis c'est nulle part au monde, il y a des pays qui vont financer l'enseignement supérieur dans une autre langue que la majorité. Tu ne vois pas ça nulle part ailleurs. Si tu vas aux États-Unis, il n'y a pas d'université dans une autre langue que l'anglais, l'université publique. Si tu vas en Italie, il n'y a pas d'université en allemand ou en français. Il peut y avoir un apprentissage des langues secondes, mais l'enseignement se donne dans la langue officielle ou la langue de la majorité. Donc, le résultat de ça, par exemple en médecine, 50% des finissants à McGill quittent le Québec. Puis on s'apprête à bâtir l'équivalent d'un gros stade olympique pour McGill, un méga-hôpital universitaire. Puis juste à côté du méga-hôpital francophone, 2 gros stades olympiques au centre-ville de Montréal, à 3 km un de l'autre à vol d'oiseau.
alors qu'il y a une pénurie de médecins partout au Québec, dans les régions. On sait que la solution, c'est de décentraliser la formation universitaire des médecins. On fait exactement le contraire, parce qu'on veut absolument donner des institutions égales. On va donner plus de 50 du financement pour le méga-hôpital McGill, alors que 8 d'anglophones de langue maternelle. À Montréal, dans la région métropolitaine, c'est 12 Donc ça, c'est d'une part, c'est un effet d'anglicisation de la langue de travail très important. D'autre part, ça crée une exode, parce que tous ces gens-là qui viennent au Québec, on veut de l'immigration, on est ouvert à l'immigration, mais on les envoie à l'extérieur. C'est comme ça en médecine. En tout cas, éventuellement, on va essayer de faire les études. Ça doit être comme ça dans tous les domaines de haut niveau, de spécialité. Donc, il y en a près de la moitié qui quittent le Québec par la suite. Ceux qui restent ici, ils restent à Montréal parce qu'ils sont anglicisés. Donc, c'est une aberration économique aussi. Donc, la stratégie, c'est de créer une nouvelle coalition. Là, on devrait, avec la loi 104, bon, tout le monde doit être au courant un peu, le jugement de la Cour suprême qui a invalidé la loi 104, puis le retour à la loi 103 qui va permettre quand même de s'acheter, pour les plus riches, de s'acheter un droit de contourner la loi 101. Bon, mais ça a quand même choqué beaucoup de militants. Ça ne s'est pas propagé beaucoup dans la population. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation populaire à faire, surtout en dehors de Montréal, parce que les gens n'ont pas le problème de la langue. Il n'y a presque pas d'immigration en dehors de Montréal. Il n'y a presque pas d'anglophones. Donc, pour eux autres, ils se disent, bon, mais l'école anglaise, ça nous permet d'apprendre l'anglais. Mais ils ne comprennent pas qu'à Montréal, ça serait la mort du français. Avant la loi 101, c'est près de 90 des nouveaux arrivants qui fréquentaient l'école anglaise. Donc, il faut réexpliquer ce dossier-là. Je pense que graduellement, on voit, bon, ça va faire 3-4 ans que le mouvement Montréal français est parti. Au départ, c'était le désert, on n'entendait jamais parler de la question linguistique. Aussitôt qu'on en parlait, on se faisait traiter de xénophobe. Maintenant, on voit que c'est de plus en plus souvent dans les médias. Je pense que les gens sont en train de s'apercevoir que c'est le contraire. Si on veut inclure tout le monde, ça prend une langue. Les gens peuvent parler la langue qu'ils veulent à la maison, dans leurs relations personnelles. Et normalement, ça prend une langue pour s'assurer que tout le monde puisse parler et se comprendre. Mario, moi j'ai une question. Parce que la loi 101, elle a beaucoup abordé l'angle de la langue à travers l'éducation à l'école, puis pour établir des règles pour justement mieux défendre la langue. Depuis la mise en place du mouvement Montréal français, c'est encore sous l'angle de l'éducation que c'est beaucoup fait, parce que il y a eu tout le dossier des écoles passerelles, il y a eu le dossier, là maintenant il y a le dossier des cégeps anglophones. Mais face à ceux qui disent que c'est peut-être qu'on devrait prendre le dossier par un autre angle, la question de la langue, le dossier de la langue dans le milieu de travail par exemple. Mais qu'est-ce que... Bon, je comprends, puis j'espère que tu vas pouvoir nous en donner un peu des détails, mais là, la bataille est enclenchée depuis déjà un certain temps. Il y a des choses qui s'en viennent, mais au-delà du fait que la bataille est enclenchée dans cette direction-là, puis qu'il faut conséquemment continuer, là, mais qu'est-ce qui vous a amené, ok, je repose la question autrement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir de poursuivre dans cette direction-là ou de continuer dans le dossier de l'éducation versus le dossier de la langue de travail? C'est ça. Je pense que la langue de travail, c'est très important. Pour moi, c'est tout impliqué ensemble. Okay. On a... nous autres, on se dit d'essayer d'inciter les entreprises à utiliser le français comme langue commune. Quand le gouvernement du Québec transige avec les entreprises en anglais, c'est pas logique. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut commencer par s'assurer que le français est la langue commune dans notre propre gouvernement. Ensuite, je pense que puis notamment la loi 101 avec sur les relations avec les entreprises. C'était une des victoires parce que, bon, la loi 104, ça a été le résultat un peu de toutes les pressions qu'on a eues quand on était au PQ, le PQ de Montréal-Centre, tout ça. Il y a eu les États généraux de la souveraineté, les États généraux sur la situation du français en 2000, qui ont été très décevants. C'était encore Lucien Bouchard qui était là, mais ils n'ont pas vraiment respecté les mandats. Puis je pense qu'il y avait une stratégie un peu pour aller chercher un vote de confiance au Congrès. Mais par la suite, c'est sûr que la loi 104, son article 1, ça touchait l'article 16 de la loi 101, ça disait
Parce qu'avant, la loi 86, dans la loi 101, ça disait que les communications entre le gouvernement et les personnes